La route, on la prend tous les jours, on n'y pense même plus. Et pourtant, sous l'asphalte, il y a une histoire, mais une histoire incroyable. Celle d'une lutte acharnée, pendant des siècles, contre le temps, contre le terrain, contre les limites de la technologie. Allez, on part ensemble à la découverte de cette transformation spectaculaire du réseau routier français. Alors on va commencer avec un chiffre. Un chiffre qui, aujourd'hui, paraît complètement ridicule. 2 km par heure. C'est à peine plus rapide qu'une personne qui marche tranquillement. Mais à quoi ça correspond, cette lenteur extrême? Eh oui, c'était la vitesse pour aller de Paris à Dijon au XVIIe siècle. Imaginez un peu le truc. 8 jours. 8 jours interminables pour faire un trajet qu'on fait en à peine 3 heures aujourd'hui. C'était une lenteur qui paralysait absolument tout. Le commerce, l'administration, la vie quoi. Et c'est de là qu'est partie une véritable obsession nationale, la course à la vitesse. Et franchement, les résultats, ils ont été spectaculaires. En moins d'un siècle, on divise ce même trajet par 4. On passe de 8 à seulement 2 jours en 1800. C'est juste phénoménal comme accélération. Et attention, tout ça bien avant l'arrivée du train. Derrière ces chiffres, il y a une volonté politique de faire pour maîtriser le territoire. Mais pour bien comprendre cette urgence, il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque. L'état des routes. Et là, le témoignage de Madame de Sévigné, il est saisissant. Elle parle de bourbiers, d'abîmes, d'eau. Voyager, c'était pas juste lent, non. C'était une vraie épreuve. C'était dangereux, c'était misérable. C'est vraiment de cette boue qu'il a fallu tout construire. Alors, comment on passe de ces chemins de terre infâmes à un vrai réseau national? Eh bien, la première grande impulsion, elle ne vient pas du peuple, mais de tout en haut de la pyramide, du roi lui-même et de sa vision hyper centralisatrice. L'architecte de tout ça, c'est Jean-Baptiste Colbert, le super ministre de Louis XIV. Pour lui, c'est simple. Les routes, c'est pas juste pour se déplacer. Non, c'est des outils de pouvoir. Elles doivent faire circuler le commerce plus vite, permettre de déplacer les armées et surtout, tout ramener vers le centre du pouvoir, Paris et Versailles. Sa stratégie, elle est simple et un peu brutale. Fini de jeter l'argent par les fenêtres sur des petites réparations. On reconstruit les grands axes à fond, un par un. Bon, l'ambition est énorme, c'est clair. Mais il y a une question qui fâche. Comment on finance un projet aussi gigantesque alors que les caisses de l'État sont souvent à sec? La solution trouvée, elle est aussi brutale qu'elle est efficace. La corvée royale. En gros, c'est un impôt, mais qu'on ne paie pas en argent. Non, on le paye en travail forcé. Les paysans étaient réquisitionnés, obligés de bosser gratuitement à la construction et à l'entretien des routes. C'était un système profondément injuste, qui a d'ailleurs provoqué plein de révoltes, mais il faut le dire, ça a été le moteur de la construction du réseau à cette époque. Et le résultat, eh bien, il est à la hauteur de la brutalité du système. En un peu plus de 70 ans, le tout nouveau corps des ponts et chaussées a supervisé la construction de presque 45 000 km de route. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est plus que le tour de la Terre. Un réseau entier bâti sur une politique super centralisée et sur le travail forcé de milliers et de milliers de gens. Même la technique de construction évolue. Au début, on fait du perronnet. C'est un peu la méthode force brute. On met des fondations super épaisses, ça coûte une fortune. Et puis arrive la méthode très aguée, beaucoup plus maligne. Avec sa fondation en forme de voûte, la route est plus fine, donc plus économique, mais elle demande un vrai savoir-faire, de vraies compétences. On passe de la force pure à l'ère de l'ingénierie routière. Et puis bam, le 19e siècle débarque avec son lot de chaos. La Révolution française évidemment, mais surtout une révolution technologique qui va complètement changer la donne. Et le voilà, le nouveau roi de la vitesse. En 1855, la locomotive, elle ne se contente pas de battre la route, elle l'humilie littéralement. 72 km par heure pour le train, contre à peine 22 pour la malle-poste la plus rapide. C'est fini, la course est terminée, la route a perdu, KO. Face à une supériorité pareille, le verdict sembla sans appel. La grande aventure de la route, c'est de l'histoire ancienne. Pour les longues distances, le combat est perdu d'avance. Mais c'est là que tout le scénario se retourne. Au lieu de mourir, la route va se réinventer. Parce que le train, aussi rapide soit-il, il a un énorme défaut. Il ne va que de gare en gare. Et pour tout le reste, pour amener les gens, les marchandises, jusqu'au train, il faut quoi? Eh bien, il faut des routes. La route devient le meilleur allié de son pire ennemi. C'est génial, non? Et ça a donné ce qu'on a appelé la fièvre vicinale. Les chiffres sont juste dingues. Le réseau de routes locales a quasiment quadruplé en 70 ans. C'est comme si la France tissait une toile d'araignée immense de petites routes pour connecter les campagnes les plus paumées au nouveau réseau de chemin de fer. Et cette explosion, elle est possible grâce à une autre révolution, technique cette fois, le macadam. L'idée de cet Écossais, John Macadam, elle est géniale de simplicité. On arrête avec les fondations compliquées. On draine bien le sol, on met des couches de petites pierres concassées, on tasse le tout avec un gros rouleau, et voilà!
C'est plus rapide, beaucoup moins cher, et ça donne une surface bien plus lisse et bien plus solide. Le 19e siècle touche à sa fin. Et là, une nouvelle invention s'apprête à tout balayer sur son passage et à redonner à la route la couronne de la vitesse qu'elle avait perdue. 15 km/h. Bon, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais en 1891, c'est la vitesse moyenne d'une Peugeot à essence sur un long trajet. C'est déjà plus rapide qu'un cheval au trot, et surtout, c'est la promesse d'une liberté de mouvement individuelle complètement inédite. Et là, attention, seulement 8 ans plus tard, c'est l'explosion. Le Belge Camille Genadzi fait un truc qui paraissait juste impossible. Il pulvérise le mur des 100 km/h. Cette barrière symbolique, elle est anéantie. La route redevient le terrain de jeu de la vitesse pure. Et le détail le plus dingue de cette histoire, c'est quoi? C'est que cette voiture fusée, qu'on appelait la jamais contente, elle n'était pas à essence, elle était électrique. Oui, le premier véhicule de l'histoire à dépasser les 100 km/h était électrique. Un siècle avant tout le monde. Ça fait réfléchir, non? En à peine 200 ans, la route française a complètement changé de visage. D'un obstacle boueux presque infranchissable, elle est devenue le système circulatoire de la nation, une condition sine qua non de la vie moderne. Le changement est presque inimaginable. En 150 ans, la densité du réseau a été multipliée par plus de 13. On est passé de quelques grands axes pour le roi à une toile qui irrigue le moindre village, le moindre hameau. La route est devenue littéralement la colonne vertébrale du pays. Toute cette histoire nous montre une chose. La route n'est jamais figée. Elle a été façonnée par les rois, par les ingénieurs, par les révolutions. Sa seule constante, finalement, c'est sa capacité à s'adapter, à se réinventer en permanence. La route a gagné la course à la vitesse du XXe siècle, c'est un fait. Mais aujourd'hui, face aux défis écologiques, aux nouvelles technologies, la vraie question c'est, est-ce qu'elle est prête pour la prochaine course ?